Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours lundi 14 novembre 2022 et j'ai décidé de me coltiner à ce rocher, à monter, à comprendre. Voilà, à essayer de bloquer jusqu'en haut pour pas qu'il dévale, pour pas qu'il revienne sur les pas. Donc Albert Camus, le mythe de Sisyphe. C'est la deuxième vidéo que je fais à partir de cet ouvrage-là, que je découvre en même temps que je commente. Voilà. Et c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui s'intéresse prioritairement au sens de l'évolution de l'humanité, justement. Quel est notre but? Et donc, je définis un but, j'essaie de comprendre le but et je décris le but qui me semble le plus logique en analysant l'évolution de l'humanité. Nous sommes partis à un point A, quand nous étions des primates naturels. Nous sommes à un point B, en tant qu'homme constructeur d'humanité. On construit quelque chose. Et si on trace une ligne et qu'on prolonge une ligne d'évolution de tout ce qui a évolué entre le moment où nous étions primates et où nous sommes aujourd'hui des hommes constructeurs, avec tous les autres hommes qui nous ont précédés et qui ont permis de construire l'humanité depuis l'origine de l'humanité. Et si on trace une ligne et qu'on la projette dans le futur, on atteint forcément, pour moi, selon mon analyse, on atteint forcément une ultime perfection, une perfection indépassable. On accède à l'homme abouti, à l'homme accompli, à l'homme qui a dépassé, qui a résolu tous ses problèmes à tous les niveaux, psychologiques, techniques, écologiques, spirituels. Voilà, il atteint là, dans cette finalité, la paix universelle et puis tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ça. Et c'est un aboutissement dont l'essence de cet état de perfection est spirituelle, cette essence. Voilà, je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour comprendre ça. Alors, je prends appui sur des ouvrages, et en fait, c'est pour préciser mon travail, justement. Et voilà, alors là, je continue ma lecture du mythe de Sisyphe, que je n'ai pas lu, que je ne connais pas. Donc, je reviens un tout petit peu en arrière. Si je me demande à quoi juger que telle question est plus pressante que telle autre, je réponds que c'est aux actions qu'elle engage. Je n'ai jamais vu personne mourir par l'argument ontologique. Galilée, qui tenait une vérité scientifique d'importance, l'abjura le plus aisément du monde dès qu'elle mit sa vie en péril. Dans un certain sens, il fit bien. Cette vérité ne valait pas le bûcher. Qui de la terre ou du soleil tourne autour de l'autre, cela est profondément indifférent. Pour tout dire, c'est une question futile. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'en fait, ça serait une question futile lorsque nous étions des primates naturels. Lorsque on pouvait se contenter de vivre sans se poser ce type de questions, parce qu'on n'avait pas croqué la pomme de la connaissance, parce qu'on n'était pas passé du côté de la culture, on était du côté de la nature. Et donc, on n'avait pas ouvert le grand livre des questionnements. À partir du moment où on est
tomber dans le monde du questionnement, l'angoisse que ça a généré nous a obligés à comprendre, alors pas que l'angoisse d'ailleurs, l'angoisse est, comme le dit aussi Aristote, l'étonnement, la curiosité, le désir de connaître, de comprendre. On ne peut pas ne pas chercher à comprendre. On ne peut pas ne pas chercher à expliquer ce monde, comment il est, pourquoi nous sommes là, etc. Toutes les questions et comment il fonctionne. Donc de déchiffrer notre monde. Et c'est pourquoi sur la mécanique universelle, maintenant je viens de comprendre pourquoi, intuitivement, parce que je ne connaissais pas du tout le mythe de Sisyphe, la philosophie, ni rien. Mais il s'est tout de suite imposé l'idée que, dans la théorie que je développe, j'ai vu qu'on avait trois grands travaux. L'humanité, elle travaillait sur trois grands types de travaux. La maîtrise progressive du comportement. On doit devenir de plus en plus respectueux d'autrui, etc. La maîtrise progressive du questionnement. Donc, toutes nos... la maîtrise en deux, c'est la maîtrise progressive de notre environnement, et écarter les dangers le plus possible, etc. C'est ce qu'on a fait. On a bâti un monde, on l'a pas amené à sa perfection. Il est pas à sa perfection, et en plus, on évolue sans comprendre le sens d'où nous allons. C'est quelque chose qu'on cherche, même si les religions ont déjà entrevu ce sens, cette finalité. Mais tant qu'on construit de manière intuitive sans savoir où nous allons, c'est normal qu'on fasse des erreurs. Donc, on travaille à la maîtrise de notre environnement, et en troisième, la maîtrise de notre questionnement. Et ça, cet état de questionnement, il est essentiel pour l'humanité. Il est aussi essentiel que, pour lui, c'est la question fondamentale, c'est la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Non, ça c'est une question subsidiaire qui vient après. La question essentielle, en réalité, c'est toutes les questions qui servent à expliquer ce monde. C'est si on ne se posait pas ces questions-là. C'est si, à travers les questions qu'on se pose, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce principe créateur qui nous oblige à réfléchir, nous donne aussi du plaisir à chercher à comprendre, à réaliser, à découvrir, à faire comme Galilée, à dire Eureka, et à dire ça y est, j'ai accompli ma tâche. Donc on sort de l'absurde parce qu'on travaille à la compréhension de cette humanité, parce qu'on travaille à l'amélioration de l'humanité, parce qu'on travaille à un de ces trois grands ouvrages, à améliorer notre comportement, à améliorer le comportement de nos congénères, si on est dans la justice, dans le truc, n'importe quoi, etc., à améliorer notre environnement. Voilà, il y a des milliards d'êtres humains qui travaillent à améliorer l'environnement, à améliorer notre questionnement. Il y a des millions de scientifiques qui cherchent à expliquer ça. Et c'est là où nous sommes. C'est essentiel. C'est pas du tout. Cette vérité ne valait pas le bûcher. Bien sûr que c'était très bien, je l'ai dit dans la vidéo précédente. Il a bien fait d'abdiquer. Il n'y avait pas à mourir là-dessus, parce qu'il était conscient que si lui ne révélait pas ça, quoi qu'il arrive, il avait compris le sens de l'évolution de l'humanité d'une certaine façon. Il savait très bien que si ce n'était pas maintenant, ça serait plus tard, et que si ce n'était pas lui, ça serait quelqu'un d'autre, puisque c'était une vérité. Il avait compris que c'était une vérité. Donc il savait qu'un jour ou l'autre, elle serait révélée. Mais c'est le questionnement qui est essentiel. De ne pas se poser la question, c'est uniquement chez les primates naturels. Ils n'ont pas besoin de se poser, de s'interroger sur la vie, sur
les choses parce qu'ils ne sont pas confrontés aux grandes questions, à la mort en réalité, à comprendre que nous sommes mortels, etc., qu'il y a toute cette... que dans la vie, il y a cette chose-là, et la confrontation même à l'absurde, finalement. Donc, ils n'ont pas besoin de se poser ces questions. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de questionnement métaphysique. Quand un des leurs meurt, ils sont confrontés à cette idée-là. Mais nous y sommes, nous avons ouvert le livre de la connaissance. Et à partir de là, nous sommes contraints de chercher. Mais c'est notre moteur. Il n'y a rien à dire. C'est pas une absurdité. C'est un mécanisme. C'est le mécanisme, c'est la carotte qui tire l'humanité vers son ultime perfection. Et une fois qu'on a compris ça, eh ben voilà, on n'est plus dans l'absurde. Tous nos actes ont du sens. Et c'est pourquoi, sur les 7 milliards, 8 milliards que nous sommes, une infime minorité, mais infime, est confrontée à l'absurde. Tous les autres ont le sens que leurs actions ont du sens. Et le pire, c'est un système qui enlève du sens à un être humain. Et le néolibéralisme, par exemple, c'est ce qu'il a fait, là, c'est ce qu'il fait. Il donne plus de sens à notre action. Donc, il nous confronte à l'absurde. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver pour un être humain. Voilà. Donc, je continue. En revanche, je vois que beaucoup de gens meurent parce qu'ils estiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Beaucoup, c'est infime, c'est pas beaucoup. La plupart des gens, c'est exceptionnel en fait de tomber dans l'état d'absurdité, de perdre le sens total, de se retrouver d'un seul coup vide de sens. C'est-à-dire, voilà, quand on fait par exemple un burn-out, c'est exactement ce qui se passe. D'un seul coup, on ne comprend plus le sens de notre action. Là, on est confronté au suicide. Quand on base tout le sens de notre existence sur la femme avec qui nous vivons, et pour nous, c'est elle qui donne tout le sens de notre existence, ou l'homme avec qui nous vivons, et qui s'en va, et là, on est confronté à l'absurde. Et c'est quand on est confronté à l'absurde qu'on est susceptible de se suicider, ou confronté à quelque chose de terrible qui met en œuvre plus de souffrance dans la vie que dans la probable mort. J'en vois d'autres qui se font paradoxalement tuer pour les idées ou les illusions qui leur donnent une raison de vivre, ce qu'on appelle une raison de vivre et en même temps une excellente raison de mourir. Mais là encore, c'est mal comprendre il n'avait pas le sens de l'évolution. C'est ça qui est assez incroyable. Pour moi, il ne voyait pas le sens c'est des phrases qui montrent un désintérêt pour le sens de l'évolution. C'est être là et réfléchir qu'à partir de là. Comme les primates le font, ils projettent pas dans le futur, ils font pas une accumulation du passé à travers des livres ou à travers quelque chose pour s'en servir, etc. Donc ils sont juste là. Alors, et évidemment que mais c'est même pas pour des idées ou des illusions, parce que instinctivement même, on peut mourir pour des idées ou pour des illusions, mais le primate naturel fait la même chose. Il peut, pour défendre sa troupe, il peut risquer sa peau, par exemple. Voilà, mais parce qu'il y a du sens. Il y a du sens instinctif. Instinctivement, il sait qu'il doit défendre. Et pour l'être humain qui va risquer sa peau pour quelque chose, il sait qu'il y a du sens derrière ça, normalement, d'aller risquer sa peau
pour une idée, mais c'est pour un futur, pour quelque chose, même si c'est faux, même si ça participe d'un mauvais calcul, d'une mauvaise interprétation des choses. Mais en fait, il travaille, il va risquer sa peau pour un futur, pour justement, parce qu'il a inclus l'évolution de l'humanité, l'évolution de sa partie d'humanité qu'il veut défendre. Voilà, quelqu'un qui va faire de la résistance pendant la guerre, il va risquer sa peau parce qu'il projette son esprit dans le futur. Il sait que l'humanité, intuitivement, il sait que l'humanité, elle va continuer. Il faut qu'elle continue et qu'elle dépasse l'horreur de ce qui est en train de se passer. Donc, il peut accepter ça. Donc, il n'y a pas d'illusion, même s'il y a des illusions, bien sûr, mais c'est toujours à travers le sens de l'humanité. Je juge donc que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Bien sûr que c'est la plus pressante des questions. Mais, et c'est bien sûr que c'est tout à fait ça. C'est le sens de la vie est la plus pressante des questions. Et le sens de la vie se trouve à travers le sens de l'humanité. Parce que notre vie, elle se finit un jour, notre vie individuelle. On ne peut pas comprendre le sens de notre vie qu'à travers notre existence, puisqu'elle se termine un jour. Et que si dans notre état d'esprit, quand on meurt, c'est la fin de tout, le monde disparaît, il n'y a plus rien, ni après, ni avant, voilà. Donc, on ne peut pas trouver le sens rien qu'à travers ça. On peut éventuellement trouver un sens instinctif, dire que c'est pour ses enfants, voilà, notre lignée va se prolonger, mais qu'est-ce qu'on en aurait à foutre si on pensait que la mort nous arrête? C'est juste par mécanisme, tandis que le sens, il se trouve pour l'humanité. Si on sait que c'est l'humanité qui avance, qu'on travaille. Pourquoi? Bon, voilà, alors chacun peut trouver sa raison. Pour Marx, c'était arriver à l'égalité, à la fin de l'oppression, de ça, etc. Mais c'est vital, en fait, la question de l'humanité. Comment y répondre? Point d'interrogation. Sur tous les problèmes essentiels, j'entends par là ceux qui risquent de faire mourir ou ceux qui décuplent la passion de vivre. Mais non, c'est pas ça les problèmes essentiels. Encore une fois, ceux qui risquent de faire mourir ou ceux qui décuplent la passion de vivre. Bien sûr que évidemment, c'est essentiel pour le primate que nous sommes. Mais les problèmes essentiels, c'est le sens de nos actions dans ce monde. C'est la création de cette humanité. C'est le travail que nous fournissons dans cette humanité pour quelque chose qui nous dépasse, pour quelque chose que nous réalisons, mais maintenant, on n'en est pas conscient. Tant qu'on n'aura pas compris le sens de nos actions, tant qu'on n'aura pas dit, ben voilà, c'est parce qu'on doit aller là-bas, à tel point, on aura ce sens, mais intuitivement, on l'a intuitivement. Intuitivement, tout le monde sent que ça va quelque part, il y a quelque chose, on est attiré quelque part, l'humanité est attirée quelque part. Voilà, et moi, c'est ce que je veux éclairer dans cette mécanique. Et là, donc, sur les problèmes essentiels, c'est pas ceux qui risquent de faire mourir ou ceux qui décuplent la passion de vivre, parce que c'est très primate, c'est très primaire. C'est ceux qui permettent d'être en paix avec notre activité paisible de la vie. C'est pas de jouir, c'est pas... Bon voilà, pour ceux pour qui leur action, c'est uniquement de jouir le maximum dans cette existence, bien sûr qui sombrent dans l'absurde et ils atteignent le degré de l'absurde.
C'est obligatoire qu'ils y touchent à ce degré de l'absurde. Voilà, parce que tout se résume à ça. Tout leur travail est fait pour jouir le plus possible. Tout ce qui les motive, c'est pour jouir le plus possible. Donc ça donne pas un sens à la vie, ça donne un sens à notre existence. Mais dès qu'on est confronté à pourquoi j'ai fait ça, on retombe sur l'absurde. Donc, ou ceux qui décuplent la passion de vivre. Il n'y a probablement que deux méthodes de pensée, celle de la palisse et celle de Don Quichotte. C'est l'équilibre de l'évidence et du lyrisme qui peut seul nous permettre d'accéder en même temps à l'émotion et à la clarté. Bien sûr que Don Quichotte, voilà, il se fabrique le sens, il est dans le sens, il veut améliorer quelque chose de l'humanité, il veut améliorer les choses, voilà, il part. Alors, mais c'est très proche de Sisyphe, ça n'a pas de sens ce qu'il va faire d'une certaine façon. Et il ne voit pas, Albert Camus, tout ce travail de ces... À l'époque, c'était peut-être 4 milliards d'individus, maintenant c'est 7 ou 8. Tout le travail de ces 8 milliards d'individus qui agissent avec la sensation qu'ils agissent pour le bien de l'humanité, inconsciemment. Même si ce n'est pas directement comme ça, mais ça donne du sens. C'est pas une lutte contre des moulins à vent, c'est pas insensé. Il n'y a pas de quelque chose d'insensé. Il y a une action sur l'humanité, une action pour faire évoluer l'humanité. Dans un sujet à la fois si humble et si chargé de pathétique, la dialectique savante et classique doit donc céder la place. Ben non. Pourquoi la dialectique ? La dialectique, c'est justement ce qui déroule l'histoire. C'est justement ce dont parle Hegel, c'est dont parle Spinoza, ce dont parle voilà tous ceux qui justement se posent la question de l'évolution de l'humanité. On ne doit pas la rabattre pour rester sur le truc. Mais attention, c'était nécessaire à l'époque de Camus, de Sartre. Ils étaient contraints à travailler sur l'immédiat. On sortait de la guerre, le monde avait été totalement absurde, tout s'écroulait. Camus qui vivait en Algérie, d'un seul coup, son monde était totalement bouleversé. Il fallait qu'il repense, qu'il soit confronté à un monde qui était injuste, etc., qui doivent quitter son pays, venir en France, etc., perdre la logique de tout ce qui était assis dans une vie. Donc ils étaient confrontés à ça. Et donc le progrès n'avait pas un sens positif. Et d'autant qu'il avait été utilisé par les nazis et par les... Voilà, pour le pire. Donc, c'était fini l'idée de se poser la question où va l'humanité. Ils ne voulaient plus entendre parler de ça. C'était légitime. Mais Camus, s'il n'était pas mort jeune, est-ce qu'il serait revenu comme Sartre à la fin de sa vie vers le spirituel justement, qui donne du sens. Le spirituel, c'est il y a quelque chose au-dessus, il y a quelque chose qui a créé cet univers et qui l'a mis en œuvre avec une flèche évolutive qui va quelque part, on doit travailler à ça pour quelque chose dont on n'a pas compris encore le sens. On ne sait pas pourquoi, on doit aller atteindre cet état de perfection, mais on y va mécaniquement, voilà. Comme d'ailleurs les autres espèces, une baleine, avant qu'elle atteigne la perfection de son corps et de sa fluidité dans le truc, il a fallu des millions d'années d'évolution. Pour l'homme, c'est autre chose, c'est un autre type d'évolution qui évolue. C'est pas ses doigts qui se palment, même si on évolue et qu'on peut dire que
100 000 ans, on aura une tête 2 fois plus grande, ou j'en sais rien. On peut penser à toutes ces choses-là, mais en réalité, ce qui est le sens de l'évolution de l'homme, c'est l'humanité. Donc, la dialectique savante et classique doit donc céder la place, on le conçoit, à une attitude d'esprit plus modeste, qui procède à la fois du bon sens et de la sympathie. Ben ouais, mais le bon sens, c'est justement d'essayer de comprendre pourquoi, intuitivement, j'ai le sentiment de travailler pour l'humanité. Pourquoi je donne du sens, pourquoi quelque chose me pousse à donner du sens à tout ce que je fais, et ce qui fait que je ne suis pas dans l'absurde, que je suis pas que je ne deviens pas fou parce que j'ai plus de sens. Donc qu'est-ce qui fait que je suis inclus dans un système qui donne du sens tout le temps et qui m'oblige à travailler à l'humanité? Donc je continue. On n'a jamais traité du suicide que comme d'un phénomène social. Au contraire, il est question ici, pour commencer, du rapport entre la pensée individuelle et le suicide. Oui, bien sûr, c'est individuel ça, évidemment. Un geste comme celui-ci se prépare dans le silence du cœur, au même titre qu'une grande œuvre. Mais je ne pense pas qu'il ait été confronté à ce que c'est que le suicide. Bien sûr, oui, oui. Le suicide chez Arthur Koestler, par exemple, qui se suicide avec sa femme à la fin de sa vie, c'est qu'il a fini son œuvre. Il ne veut pas rentrer dans la dépendance, il ne veut pas, etc., etc. Il y a du sens. Là, il y a une réflexion sur ces choses-là. Mais la plupart du temps, c'est la perte de sens qui fait qu'on va se suicider. C'est spontané, c'est quelque chose, c'est un acte qui va qui déborde tout ce qu'on peut imaginer. C'est une souffrance tellement intense que on visualise, quand on dit « Ah mais c'est vrai, je peux mourir, là, je peux me suicider ». Oh purée, ça fait du bien de rien que de penser que on peut arrêter cette souffrance. Mais c'est un acte qui va se faire en dehors de ce truc un peu romantique. Un geste comme celui-ci se prépare dans le silence du cœur, au même titre qu'une grande œuvre. Bien sûr que si on était dans je pense qu'un suicide ne peut pas se préparer si on n'en a pas fini avec le concept du sens de la vie. C'est-à-dire, il faut avoir fermé, que ce soit fermé le sens de la vie. Et ce sens-là, cette mécanique, il y a des raisons. C'est toujours quelque chose qui nous pousse à sombrer dans le suicide. À mon sens, c'est la violence qu'on subit. On n'arrive pas, on tourne comme une souris dans une souricière, comme dans le film avec la Borie, Mon oncle d'Amérique. Voilà, on se retrouve à être dans un cercle, on n'arrive pas à sortir de cette chose-là. Et encore là, on va plutôt se faire du mal à développer une maladie, un truc, un ulcère, une chose, plutôt que d'arriver au suicide. Le suicide, c'est quelque chose d'extrêmement final. Et c'est pas pour rien que c'est aussi compliqué de mourir. Il y a un prisonnier en prison qui a dit ça, je ne sais plus où j'ai lu ça, où j'ai entendu ça, qui a dit j'en peux plus d'être en prison, mais c'est tellement dur de mourir, c'est tellement dur de se donner la mort. Parce que tant qu'il y a du sens, un minimum, un micro-millimètre de sens, qui nous rattache au sens de l'humanité, on ne peut pas y aller là-dedans. Parce qu'il y a en plus l'instinct de survie qui est là, qui est aussi puissant. L'homme lui-même l'ignore. Donc, au cœur, un geste comme celui-ci se prépare dans le silence du cœur au même titre qu'une grande œuvre. L'homme lui-même l'ignore. Un soir, il tire ou il plonge d'un gérant
d'immeubles qui s'étaient tués. On me disait un jour qu'il avait perdu sa fille depuis 5 ans, qu'il avait beaucoup changé depuis et que cette histoire l'avait miné. Miné, c'est pas rien. C'est que ce travail il a fallu 5 ans de souffrance pour atteindre le moment paroxystique où elle était intenable, cette souffrance. Mais pendant 5 ans, le sens l'a accroché à la vie, malgré tout, malgré le pire. On ne peut souhaiter de mots plus exacts. Commencer à penser, c'est commencer d'être miné. La société n'a pas grand-chose à voir dans ses débuts. Le ver se trouve au cœur de l'homme. C'est là qu'il faut le chercher. Ce jeu mortel qui mène de la lucidité en face de l'existence à l'évasion hors de la lumière, il faut le suivre et le comprendre. La lucidité en face de l'existence, la lucidité en face de l'existence, il faudrait la décrire, il faudrait savoir ce que c'est. Et justement, encore une fois, on n'a pas tous la même vision, on n'a pas tous la même charge de testostérone. Pour certains, la lucidité, c'est il faut jouir à tout prix de cette existence. Mais c'est une lucidité piètre pour moi, cette chose-là. Elle est là, mais elle est soumise à nos testostérones, elle est soumise à nos pulsions, à nos désirs, à des choses basiques des choses. Et puis il y a la lucidité qui se pose la question, quel est le sens de l'existence? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Et ça, c'est la grande philosophie. C'est tous les grands philosophes. Et ces grands philosophes ne cherchent pas à jouir de l'existence, à avoir tous les honneurs, à avoir toutes les femmes, à jouir de la renommée, à toutes ces choses-là. Ils s'en foutent de tout ça. Parce ils comprennent que l'humanité a un sens, intuitivement. Donc en fait, ils ne sont pas dérangés par leur testostérone. Et ça, c'est quand même, c'est un truc que j'ai découvert tout à l'heure, cette idée des testastérones, de la charge testostéronique. Et je pense que c'est ça, en fait, qui va déterminer le travail du philosophe, comme le travail de l'être humain. Hein, le jouisseur, voilà, et il va être plus susceptible, plus facilement susceptible de rentrer dans l'absurdité. Parce que ça ne donne jamais du sens, le plaisir. Les honneurs, les trucs, tout ce qu'on veut. Voilà, ça n'a pas donné plus de sens, d'ailleurs, à Albert Camus d'avoir le prix Nobel ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qui a diminué en lui ce questionnement de l'absurde, ou qu'il y a donné du sens pour lui permettre de comprendre que c'était pas ça la finalité. Il y a beaucoup de causes à un suicide et d'une façon générale, les plus apparentes n'ont pas été les plus efficaces. On se suicide rarement, l'hypothèse cependant n'est pas exclue, par réflexion. Bien sûr, voilà, c'est ça. C'est pas par réflexion. Ce qui déclenche la crise, évidemment que oui, si on prend le cas de Arthur Koestler, ils y ont réfléchi tous les deux. Ils sont allés, voilà, il s'est suicidé avec sa femme par amour, dans un même instinct, et parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils avaient complètement accompli leur existence, qu'ils avaient tout donné dans cette existence. Donc c'était beaucoup plus facile. Quand on a le sentiment qu'on a accompli toute son existence, c'est déjà plus facile de mourir en paix. Mon père est mort à 101 ans et il avait le sentiment d'avoir tout accompli. Il est parti en douceur, tranquille, dans la sérénité quasiment. Mais parce qu'il avait ce sentiment d'avoir accompli son truc. Et donc, la vie est bien faite. Normalement, on travaille si on se préserve, si on vit une vie normale, sans excès, etc. On arrive à un âge où on rentre dans la sagesse, et de cette sagesse, on voit l'action qu'on a fait, on voit que on a pris conscience de l'évolution, d'abord.
Mon père, il avait compris. Il était né en 1904. Il avait vu les premiers avions, les premières voitures. Puis, voilà, il s'était acclimaté à toute cette évolution. Il était conscient que le monde était en évolution et qu'il allait quelque part. Bon, lui, il croyait, donc il avait une vision croyante des choses. Ce qui déclenche la crise est presque toujours incontrôlable. Voilà, là, bien sûr qu'il a raison. Les journaux parlent souvent de chagrin intime ou de maladie incurable. Ces explications sont valables, mais il faudrait savoir si le jour même un ami du désespéré ne lui a pas parlé sur un ton indifférent. Celui-là est le coupable. Mais ça me fait de la peine de lire ça, mais bon. Car cela peut suffire à précipiter toutes les rancœurs et toutes les lassitudes encore en suspension. Bien sûr, mais ça peut être, c'est anodin. Évidemment que ça peut être ça, et il ne serait pas coupable, l'ami, on n'est pas coupable de dire un truc, de faire du mal à quelqu'un d'autre, et lui, il devait le savoir bien mieux que d'autres. Il n'était pas coupable de faire souffrir les femmes avec qui il était, certaines, ou quoi que ce soit. Donc, on n'est pas... voilà, on va... on va dire quelque chose qui va pouvoir faire du mal à quelqu'un, mais même sans le vouloir, sans le savoir, sans s'en rendre compte. Et, euh, et, euh, voilà, des fois, on perd. Je me souviens d'une psychologue qui m'avait parlé de ça, une femme euh, qui avait, euh, qui avait été, qui avait vécu une mort qui l'avait vraiment marquée, mais qu'elle avait complètement étouffée en elle-même, et en fait qui est passée à l'acte quand quand son chat est mort, et ça a ravivé cet instinct-là. Donc il y a quelque chose qui est au-dessus de ça. De toute manière, c'est une souffrance qui est... C'est c'est pas... C'est quelque chose qui mérite d'être analysé. Bon. Encore en suspension. Ne manquons pas l'occasion de marquer le caractère de cet essai. Le suicide peut en effet se rattacher à des considérations beaucoup plus honorables. Exemple, les suicides politiques dits de protestation dans la Révolution chinoise. Bien entendu, tout à fait, mais qu'est-ce que fait, évidemment, c'est là où il y a quelque chose d'incroyable. Ben, l'immolation, on peut dire en Asie, mais l'immolation par exemple, en, en Tunisie, de cet homme qui est maltraité, qui a été poussé à bout par la police, par le régime, par le système, par l'injustice. Il en a tellement marre qu'il veut le montrer, que c'est un acte en même temps politique, mais évidemment c'est parce que la souffrance est tellement intense au-dessus de la vie, là, à ce niveau-là. La souffrance qu'il a vécue, ça a fait déborder toutes les frustrations que la police lui a infligées, alors qu'il essaye juste de gagner son existence, etc. Et il va dans cet acte-là, et évidemment que cet acte, il devient la force de la révolution, d'une révolution totale. C'est quand même extraordinaire. Et qu'est-ce que font les moines tibétains, les moines bouddhistes qui vont s'immoler parce que parce qu'ils sont face à une dictature ou quelque chose? Mais c'est pareil, c'est évidemment que c'est un acte symbolique, mais c'est héroïque. Là, c'est autre chose. C'est pas, c'est on passe sur le domaine de l'héroïsme. C'est pas, c'est comme si voilà, un héros va aller risquer sa vie pour défendre sa patrie, voilà, il est conscient qu'il peut mourir, et là c'est l'acte le plus suprême. Et Socrate, quand il accepte de se suicider, c'est parce qu'il sait ce que va donner son acte. Alors évidemment, ça c'est les actes suprêmes politiques qui sont au-delà de la souffrance ou des choses comme ça. Voilà.
Donc, ben, je suis arrivé au bout là, de cette page. Je vais arrêter là pour cette fois. Bon, je voudrais pas qu'on... Il y a une sorte d'esprit un peu critique sur ce système. Mais évidemment, euh, le travail qu'a fait Camus pour l'humanité est énorme et extrêmement puissant. Mais par contre, je me permets de contester et je devrais pas, j'ai pas les moyens, je suis pas un philosophe que comme on devrait le... Voilà, j'aurais pas en principe les moyens, mais je pense qu'il y a une vision qui est pas forcément euh, juste de l'humanité. Parce que tant qu'on n'a pas, tant qu'on n'a pas inclus dans son esprit l'idée que l'humanité a un sens, qu'elle va quelque part et que il y a du sens aux choses, à soi, à notre présence là, dans le monde, on ne peut pas vraiment, je pense, comprendre le, ce type d'acte ou quoi que ce soit. Bon, bref, j'épilogue là-dessus. Je suis désolé, là, ça fait... Mais c'est un peu... voilà, je me trouve pas juste parce que ça mériterait de vraiment préciser, d'avancer, et puis que quelqu'un qui connaisse bien le bouquin, les mythes de Sisyphe, puisse me dire, oui, mais là, après, il y a eu il a dit tel truc, le livre avance vers ça, etc. C'est sa vision, elle est comme ça. Ce qu'il voulait dire, c'était ça. Et là, à ce moment-là, je peux adoucir mon, mon, euh, mon commentaire. En fait, là, il n'est pas adouci, il est brut. Donc, il faut vraiment que j'avance dans ce bouquin pour pouvoir l'adoucir, parce que c'est clair que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas voilà, c'est pas aussi simple. La, la vision. Mais bon, en même temps, j'ai du mal à comprendre pourquoi la société humaine a fait tant de... Dans ces existentialistes, dans cette période-là, pourquoi elle a un peu écarté les existentialistes qui étaient liés au spirituel, qui étaient dans cette veine-là, mais qui étaient quand même... Il y avait des veines qui s'intéressaient aussi au sens de l'évolution. Forcément, s'ils étaient les existentialistes chrétiens, il y en avait, il me semble, ou qui étaient liés à ces veines-là. Donc, étaient dans ce sens. Mais bon, il faut de tous pour cette humanité, y compris bien sûr les Sartre, les Camus, etc., qui, voilà, qui pensaient d'une autre manière. Bon, je suis désolé de cette vidéo. Je ne suis pas content de la façon dont je l'exprime, mais le sens que je veux donner est là. Et donc voilà, ben, j'espère que vous m'en voudrez pas trop de mon engagement un peu comme ça, critique envers Albert Camus et envers la pensée nihiliste en fait, envers la pensée comme ça. À bientôt, merci.